Mes années de pratique dans le delta et dans le parapente m'ont amené en fait une vision en 3 dimensions du monde qui m'entoure. Et c'est quelque chose de sensationnel. Ça m'a apporté une liberté, ça m'a apporté surtout une jeunesse. Et c'est quelque chose de formidable, parce que ça garde aussi la jeunesse. C'est bien, le vol libre, c'est libre. Ça permet de décoller quand on veut, d'atterrir quand on veut. C'est vraiment libre. Il n'y a pas de tracteur qui vous tire, il n'y a pas d'avion qui vous emmène. Vous êtes là, simplement dans un pré, et on décolle en faisant 3 pas. C'est quelque chose de formidable. L'altitude, après, on la prend quand on commence à savoir bien voler. On profite des ascendances, mais en fait, ce qui est tout bête, c'est simplement, même si vous volez 10 minutes du trait jusqu'à l'atterro, c'est formidable. C'est des minutes d'intense beauté. L'apparition du parapente et son évolution a fait que le jeu est devenu très ludique. Il est à la portée de tous. On voit arriver des jeunes intéressés. Il y a un tel afflux de gens qui veulent essayer, qui font des biplaces, qui veulent voir un peu comment ça se passe, que finalement on devient ici très courant. On est là, on existe, on attire le regard, mais on n'a pas besoin d'être pris pour ce qu'on n'est pas. On est aussi des enfants et des pères de famille. J'avoue que le parapente m'apporte des sensations formidables. Je reste deltiste dans la tête, mais le parapente est quelque chose de sensationnel. Il y a eu un progrès énorme au niveau de la technicité des ailes, au niveau de leur sécurité active et passive. C'est accessible et sans risque. Moi qui ai commencé, ça fait bientôt 40 ans, j'ai vu le sport totalement se démocratiser. En 1976, quand on a commencé le deltaplane, il m'arrive à l'heure actuelle de penser qu'on était surtout des deltalopithèques. Et j'ai découvert ça sur une piste de ski, mais vraiment par hasard. Et ça, je me suis dit qu'en étant dans les premiers, je serais bon. Les premiers vols, je les ai faits sur les pentes des frères Leduc au frère Joseph. C'est une station de ski qui est sur le versant vosgien. Et on avait un dénivelé d'au moins 40 mètres. On était de vrais fous volants. Et le premier jour, j'en avais une peur bleue. Le lendemain, on est venu au-dessus du Marstein, près de la station de pompage. Et là, il a fallu s'élancer. Mon premier décollage, j'ai couru, j'ai eu de la chance qu'il y avait un peu de vent. J'ai dû décoller d'au moins 5 mètres sur une 50aine de mètres de longueur. J'ai été applaudi comme un héros. Et puis bien sûr, les choses ont évolué, les ailes ont évolué un peu aussi, les deltas ont mis longtemps à évoluer. On décollait, on n'était pas toujours sûr d'arriver au terrain. C'est-à-dire qu'on n'allait pas très loin. Si les courants d'air ne nous aidaient pas, on était sûr de ne pas arriver ici. Pendant des années, il n'y a eu que des deltas. De 76 à 86, il n'y avait que des deltas. Les parapentes sont arrivés vers les années 86. Les premiers parapentes étaient des parachutes de pente. 7 caissons tombaient à la vitesse d'un parachute. Maintenant, ce sont des ailes. Ça vole, ce sont des ailes. Il suffit de faire un stage en école. Les ailes qui sont construites à l'heure actuelle sont vraiment des ailes sécuritaires. Il n'y a aucun problème. Les seuls problèmes qu'il puisse y avoir sont les facteurs humains. Le matos est irréprochable. C'est simple, les matériaux et les matériels ont évolué à vitesse grand V. À partir du moment où il y a un marché porteur, les fabricants, ils cherchent. Et ils cherchent bien sûr à vendre leur matériel. Et la meilleure manière de vendre du matériel, c'est d'avoir un matériel sûr, un matériel fiable. Et là, nous avons une sécurité active et passive formidable. Les ailes volent.
On les manœuvre pour les piloter, pour les diriger, mais les ailes volent seules. Je dirais presque qu'en temps très calme, il n'y a pas lieu d'y toucher, elles volent toutes seules. Je crois qu'on a un terrain de jeu extraordinaire ici au Markstein. On a des grands dômes, des grandes chaumes qui permettent de décoller et surtout de se reposer aussi au sommet. Et le site du Markstein est très propice à ça. Il y a plein de vallées qui convergent vers ce sommet. Et puis je pense que quand Dieu créa le monde, il a créé le Markstein pour faire du parapente et du vol libre. Tu peux me la couper, Effectivement, le parapente s'est développé sur le massif parce que le terrain de jeu est très propice à la pratique. Le Markstein attire les gens qui ont envie de faire du biplace parce que déjà on y vole très fréquemment, c'est l'endroit le plus intéressant sur le massif du point de vue aérologique. C'est aussi un site qui est très visité par les touristes, donc effectivement, comme l'activité se fait quasiment au quotidien, les gens ont très vite envie de faire un vol en biplace parce que les biplaces volent tous les jours, évidemment. L'intérêt du vol en biplace est premièrement découvrir une région comme la nôtre, et comme je te disais avant, on a l'avantage de voler au-dessus des sommets, donc on voit les Vosges d'en haut, on voit le massif. L'autre intérêt aussi, c'est que je pense que c'est ancré en chaque humain, c'est que cette envie de voler existe en tout le monde. Donc c'est une manière aussi de se mettre en l'air, de voler un peu. Et très souvent, on passe les commandes aux passagers pour qu'ils puissent piloter un peu la machine. Et puis je crois que toutes ces sensations-là font que cette activité va continuer encore longtemps. N'importe quelle personne qui a envie de voler pourra voler avec Cyril sans aucun problème. Le tout n'est qu'une histoire d'envie. Alors, un biplace, on se retrouve à l'école donc, on monte ensemble en voiture, en navette, et on se retrouve au décollage. Et donc une fois là-haut, on s'installe, donc on enfile les sellettes comme des sacs à dos, on s'harnache, on boucle tout pour être en sécurité. Une fois la voile étalée au sol, on sera attachés tous les deux, donc le passager devant, le pilote derrière, et là il faudra courir. Donc je compterai jusqu'à 3, on court jusqu'à ce qu'on soit en l'air. À un moment on court dans le vide, on est en l'air, il n'y a plus qu'à apprécier le vol. Donc on relève les genoux, on s'adosse, on contemple, c'est du plaisir, c'est de la douceur. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de phase brutale dans le parapente. On essaiera de contempler un peu le panorama, de prendre un petit peu d'ascendance si on peut. Donc une fois que le vol sera terminé, ça dure environ 15-20 minutes, en phase d'approche, je te demanderai de te relever, à savoir se remettre en avant, jambes tendues, prêt à faire un ou deux pas. Et sur la dernière ligne droite, au tout dernier moment, je vais arrondir la trajectoire tout en douceur et on va se poser en 2 pas, comme des fleurs. La voile retombe par terre, le vol est terminé, on est tous les deux debout, sains et saufs. Et il n'y a plus qu'à se décrocher, aller se rendre dans la zone de pliage et on remballe. Voilà. That's it, that's all. Pretty much. Une fois que c'est bon, on y va, hop.
encore, il n'y a pas de vent là. Encore. Tampon, descends les mains, accélère. Reste devant toi, regarde devant toi. Transmettre au niveau des jeunes, c'est de se dire le parapente, c'est pas qu'une affaire de compétition et de haut niveau, c'est aussi partager cette envie. Donc c'est vrai qu'en parallèle du championnat de France, on a monté un séjour pour 15 jours pour une dizaine de jeunes de 15 à 17 ans pour leur faire découvrir à la fois le milieu montagnard et puis la pratique du vol libre. Pour reprendre la valeur que je viens d'évoquer, la valeur de partage, c'est vrai qu'il y avait l'envie de partager quelque chose ensemble. Il y avait l'envie de promouvoir bien évidemment l'activité du vol libre, de la partager, de partager cette passion et promouvoir le massif des Vosges, promouvoir la vallée de la Turdolaire qui nous a accueillis pendant cette semaine du championnat de France. Devant toi, allez. On s'envole encore. Lâche, un peu de frein à droite. Pas plus. Voilà. Allez, cherche à avancer. Voilà, bien super Amélie. La voile monte, encore. Temporisation, tempo. Et tu cours jusqu'au bout, Melvin. Regarde devant toi, ne regarde pas tes pieds. Voilà, on relève les mains doucement. Relève les mains. Voilà. Va un petit peu sur ta droite, Melvin. C'est toujours un défi. Enseigner en parapente, chaque semaine, on est obligé de remettre le couvert parce que c'est jamais gagné. On n'a jamais les mêmes conditions, tout à fait. On n'a jamais en fait les individus en face de nous. Et le gros défi pour nous, c'est de réussir à faire voler tout le monde. Bien entendu, tout le monde n'est pas capable de devenir champion du monde, mais une grande partie des gens peuvent avoir accès aux premières sensations de vol. Faire un des premiers vols tout seul, c'est une expérience assez unique. Et donc du coup, ça, on essaye d'ouvrir la porte du ciel à tout à chacun. Alors avec des gamins, c'est aussi une autre approche parce qu'ils sont un peu tout fous. Mais l'objectif, c'est quand même aussi de les amener à voler seuls et puis découvrir. Pour la plupart, on a des gamins qui ne sont pas toujours du milieu montagnard, donc ils découvrent une activité où il y a un engagement total parce qu'on est en l'air, on est tout seul avec une voile. Et donc du coup, on travaille, on les responsabilise par rapport à leur intégrité, par rapport aux choix qu'ils font, par rapport à la concentration qu'il faut avoir, par rapport à des gestions en fait de stress, voilà. Et donc on construit un individu en fait, voilà, mais avec à travers une activité qui est géniale pour ça parce que forcément le parapente ça fait un peu peur. On peut être très enthousiaste, mais il ne faut pas y être de trop. Donc il faut jouer sur tous ces tableaux pour que tout se passe bien et puis que tout le monde reparte content. Un des privilèges qu'on a en tant que moniteur, c'est d'être en bas au moment du premier vol. Elle a l'air contente. Merci. Super. Génial. C'est bien. On a des gens qui crient, on a des gens qui pleurent, on a des gens qui disent rien. Mais on sait tous qu'ils sont en train de vivre un moment exceptionnel et puis un très fort impact émotionnel. Et du coup, on partage un peu ce moment et puis on sait qu'ils ne nous oublieront pas parce qu'ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel et on était là et on y a participé. Donc ça, c'est un des grands privilèges des moniteurs de parapente. C'est bien, c'est plein de sensations. C'est pas du tout ce que je m'attendais parce qu'on n'a pas la sensation qu'on est en l'air. Et c'est une bonne sensation. C'est à faire au moins une fois dans sa vie.
Bienvenue à Boulder. Nous, on est à La Bresse. C'est la Bresse près de Gérardmer. Ce sont nos collègues. C'est les 2 plus grands centres touristiques des Vosges et ce sont des stations de ski été-hiver. Donc ça fonctionne toute l'année. Et quand on ne s'envole pas, on peut avoir les pieds dans l'eau dans le sentier pieds nus. On peut se balader sur le sentier des découvertes au sein de la structure Boulder, où évidemment on retrouve le parc d'acrobranche, le grand tyrolienne, le fantasticable, propulsaire où on s'éjecte à 20 mètres de haut. Le big jump, c'est la sensation de saut en chute libre. Le saut à l'élastique, bien sûr. Dans les Vosges, finalement, on trouve tout. À la Bresse, Gérardmer en particulier, tout est possible. Des luges d'été, enfin vraiment la pêche en rivière. Ouais, c'est ça qui est bien. On a tout, quoi. Alors, David, vous allez venir jusque là. Attention la tête. Et Julien, bon vol, bonne descente, profite bien. Merci. Le dernier truc de ouf, c'est un petit village de cabanes dans la forêt. C'est là où nous sommes actuellement et l'idée à travers ça, c'était d'accueillir les gens puisque pour venir faire du parapente ou d'autres activités, il faut bien qu'ils se logent. Et si le rêve il peut durer également dans le logement, c'est ce qu'on a essayé de faire et de mettre en avant le patrimoine, de mettre en avant notre forêt vosgienne, notre, je dirais, connaissance bois. Et en hiver, ça marche toute l'année aussi, c'est magique, avec un décor super abouti. Enfin, faut venir le voir parce que vraiment, c'est trop bien. Je suis tombé en parapente, comme on peut peut-être entrer en religion. Donc j'allais être titularisé dans mon village, je dirais prof au collège. Voilà. J'avais toute la carrière qui s'offre à moi, mais je regardais trop par la fenêtre et j'étais trop attiré par le parapente. Donc en fait, du jour où j'ai fait mon premier vol, je me suis dit, ça y est, je sais ce que je vais faire de ma vie, je serai moniteur de parapente. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Moi, je trouve que ça reste encore la meilleure façon de voler, la plus simple. On n'est pas dans un cockpit, c'est la plus accessible aussi, même en termes financiers aussi. On est les pieds dans le vide, on est au balcon, on voit tout, on a le silence, c'est nature. Enfin, voilà, il n'y a rien de plus beau, c'est le meilleur moyen. Et je me dis, peut-être Icare ou Léonard Vinci doivent se retourner dans leur tombe quand ils nous voient aujourd'hui, parce que depuis que le monde est monde, on est quand même cette génération qui peut voler. Et ça, au niveau de l'univers, on est dans ce morceau de temps où on peut le faire. Et ça, je trouve, c'est incroyable, quoi. Sur le championnat, de toute façon, on a les meilleurs Français, donc le niveau il est forcément élevé, comme ils font partie des meilleurs mondiaux. On a en plus quelques étrangers qui sont venus ajouter encore un peu de piment à cette compétition. Donc le plateau est vraiment élevé. Moi j'ai la patate, donc ça va. We have A01, which is the landing place of Aerotech, and the end of speed section will be a 2000 meter radius, and the goal will be a 200 meters radius. Une compétition de parapente, en fait, c'est plusieurs manches qui sont, après suivant la durée de la compétition, ça peut être 2 manches si c'est sur un week-end ou voire 7 manches si c'est sur une semaine, comme là le championnat de France. Donc en fonction des conditions météo, le matin même on décide déjà là où on va aller décoller. Donc on emmène les pilotes sur le site de décollage et à partir de là on définit des balises
qui vont nous permettre de faire un parcours et avec un atterrissage précis qui peut être au même endroit que le décollage par exemple, ce qui fait une boucle complète ou alors on part sur un axe en distance et après les pilotes doivent faire ce parcours le plus vite possible. Et ça prend quand même plusieurs heures le vol puisque ce sont des parcours qui font entre on va dire 30 et voire des fois plus de 100 km. Ça demande beaucoup de qualité, il faut être observateur parce qu'en l'air il faut tout le temps regarder ce que font les autres pilotes, il faut regarder comment sont les conditions, où sont les ascendances, comment ça souffle et ça c'est en permanence pendant tout le vol. Les meilleurs pilotes ils sont réguliers déjà, ils arrivent tous les jours à faire des manches on va dire dans les 10-15 meilleurs. Et souvent, celui qui gagne au classement général, c'est peut-être pas forcément celui qui gagne la manche de chaque jour, mais en tout cas celui qui arrive à se placer dans les 10 premiers à chaque fois, quoi, qui est le plus régulier. Le massif des Vosges, il est très intéressant pour le vol, pour la technique de vol, parce que en fait, c'est pas un gros relief, hein. On décolle à peu près à 1300 mètres d'altitude, on a des dénivelés de 700 mètres environ. On compte beaucoup sur les ascendances thermiques, les masses d'air chaude qui montent et qui nous font monter beaucoup plus haut en fait, que les sommets vosgiens. Et c'est plus technique parce que tout ça c'est invisible et donc il faut réussir à trouver ces ascendances avec la technique et l'expérience. Les manches de compétition, ça peut durer en comptant l'attente au start, ça peut durer de 2 à 5-6 heures maximum. Et du coup, il faut avoir quand même une bonne endurance physique parce qu'en fait, une manche de compétition, ça se fait sur le barreau, accéléré à fond, tout le temps. C'est vraiment une autre façon de voler que le vol loisir. On va un petit peu chercher les limites que nous offrent les conditions aérologiques, quoi. Vraiment, on va les pousser au maximum ce qu'il est possible de faire sur une journée, en termes surtout de vitesse de vol. Et puis après, on va vraiment chercher aussi ses propres limites. Et ce qui me plaît, c'est que la compétition, le vol en compétition, t'amène vraiment te fait passer par énormément d'émotions différentes. Et du coup, c'est vraiment ça qui est chouette, c'est que chaque jour, tu sais que ça va être différent. Tu sais pas au début de la manche quel va être le bon chemin. Ça, tu le sais vraiment à la fin, que quand tout le monde est arrivé au goal ou pas. Tu sais pas, il y a des jours où tu sais pas si ça va boucler, tu as un parcours à faire. Et l'idée, c'est de trouver le meilleur moyen d'arriver au but, quoi. Et c'est vraiment ça qui est chouette, parce que tu sais qu'en allant chercher justement ce chemin, tu vas passer par plein de phases différentes dans ta tête, surtout. Physiquement, c'est une épreuve d'endurance, mais c'est vraiment dans le mental que ça se joue. Une fois que tu as l'endurance, il va falloir justement réussir à gérer tes émotions. C'est une histoire de gestion d'émotions, en fait, la compétition. Moi je tiens vraiment à remercier chaleureusement l'ensemble bénévoles. Comme je disais à la clôture, pour moi j'ai côtoyé deux catégories de champions sur ce championnat de France. Les compétiteurs, ceux qui ont tenu le haut du pavé, ceux qui sont montés sur le podium. Et à côté de ça, deuxième catégorie de champions, c'est la cinquantaine de bénévoles qui ont vraiment été formidables sur la semaine du championnat. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux payer entre guillemets des bénévoles avec tout ce que les compétiteurs nous ont gratifié en matière de remerciements. Donc je tiens vraiment à les remercier chaleureusement et du fond du cœur pour tout ce qu'ils ont fourni. Et ils ont été en grande partie les garants de la réussite de ce championnat de France.